Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous sommes aujourd'hui le 18 février 2023 et je vous dis merci de suivre ce direct et nous allons partager rapidement deux ou trois sujets politiques et permettre pour ceux qui le souhaiteraient poser des questions à travers les commentaires et si nous avons les réponses, nous pourrions vous les donner, mais si nous n'avons pas aussi les réponses, on le dira directement que nous ne savons pas. En vérité, notre séance consiste simplement à convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Et nous sommes pour la liberté des idées pour que chacun puisse s'exprimer. Je dis merci à tous. Et donc, pour engager l'émission déjà, il faut dire que le premier sujet concerne le Conseil des ministres qui s'est tenu le 15 février 2023. Réouverture des frontières, restitution des corps des crises, concours des avocats, précision du porte-parole du gouvernement. Il faut préciser que c'est un article qui est tiré du journal en ligne l'avenir.ci. Le Conseil des ministres du 15 février 2023 a donné au porte-parole du gouvernement d'aborder certains sujets. Il s'agit, entre autres, de la réouverture des frontières avec les pays voisins, la restitution des corps des crises précédentes, l'organisation du concours de CAPA. L'un des vœux chers aux opérateurs économiques de la Côte d'Ivoire vient d'être exaucé par le gouvernement. Le porte-parole a annoncé la réouverture des frontières avec les pays voisins au Conseil des ministres du 15 février 2023. La dite réouverture interviendra le même mercredi à minuit. Il n'y a pas de dispositions particulières qui ont été prises à ce sujet. Toutefois, le porte-parole du gouvernement, par ailleurs ministre de la Communication et de l'économie numérique, demande aux populations qui passent par les frontières d'emprunter les voies légales, plutôt que celles qui ne sont pas, au risque de tomber sous le coup de la loi. Il n'y a pas de disposition particulière. J'ai indiqué aujourd'hui, nous maîtrisons complètement les voies de transit clandestins. La seule invitation que nous pouvons faire, c'est d'inviter tous les voyageurs à passer désormais dans les voies de passage officielles. La Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, respecte les dispositions communautaires qui permettent la libre circulation des biens et des personnes. Mais cela doit se faire dans les voies de passage officielles, tient à préciser le ministre Amadou Koulibaly, qui prévient d'ores et déjà que tout contrevenant se retrouvera confronté à la rigueur de la loi. Cette réouverture intervient alors même que le Mali et le Burkina ont eu des soucis avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ces derniers temps. Respectueuse des décisions des organisations régionales et internationales, la Côte d'Ivoire, selon le porte-parole du gouvernement, va se conformer aux directives, si d'aventure il en existe. Seulement, fait remarquer le ministre Amadou Koulibaly, je ne crois pas que ce soit le cas pour le moment. Une préoccupation concernant le retard dans la restitution des corps des précédentes crises à leurs familles a aussi été soumise au ministre de la Communication et de l'économie numérique. M. Amadou Koulibaly tient à rassurer que tout est mis en œuvre pour que la restitution se fasse. Il y a quelques procédures administratives, mais il n'y a aucun intérêt pour le gouvernement, surtout dans cette phase de réconciliation et de cohésion sociale, à conserver les corps. Il y a des difficultés à régler. L'identification de certains corps et autres. Quand ce sera réglé, nous pensons que les dispositions seront prises pour qu'enfin ces familles puissent faire le deuil véritablement de ces personnes disparues. Nous connaissons notre culture. Nous savons que tant que nous n'avons pas achevé ce processus qui conduit jusqu'à l'inhumation, on a du mal à faire véritablement le deuil et les plaies restent béantes. Nous sommes très conscients de cette situation. Nous compatissons à la douleur de ces familles
Mais, nous le disons chaque fois, il faut faire confiance au gouvernement qui n'a aucun intérêt, aucune raison, surtout dans cet élan de cohésion sociale et de réconciliation, à conserver des corps de personnes qui ont disparu. En outre, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a rassuré que le concours pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, en abrégé CAPA, c'est-à-dire CAPA, qui était en veilleuse depuis 2018, sera relancé. Selon ce dernier, des dispositions seront prises pour l'organisation du dit concours. Nous n'avons aucun doute que le gouvernement apportera les réponses idoines à cette problématique. Ce sont des concours qu'il est important d'organiser parce que ce sont des professions qui ont leur place dans la société. Il peut s'avérer que, pour différentes raisons qui peuvent être financières, mais je ne crois pas que ce soit le cas financier, peut-être aussi organisationnel, ça puisse connaître des retards. Mais nous n'avons aucun doute que cette question sera adressée. Parlons des déplacés burkinabés et maliens reçus dans des familles d'accueil durant le Conseil des ministres. Le flux des ressortissants burkinabés et maliens qui affluent au nord de la Côte d'Ivoire, de l'avis du porte-parole du gouvernement, est géré. La Côte d'Ivoire ne saurait se départir de ce trait de caractère. C'est à juste titre que le ministre Amadou Coulibaly a déclaré « Notre pays est un pays d'accueil. Il n'est pas question que nous fermions la porte à nos frontières des pays voisins qui vivent des situations difficiles, essentiellement dues aux problèmes de sécurité que ces pays-là connaissent. Ces déplacés sont hébergés dans des familles d'accueil et non dans des centres de réfugiés. » Il ajoute tout de même, si ce flux prend des proportions importantes, le gouvernement saura apprécier. Et donc, c'était le premier sujet de la journée. Et nous allons passer déjà, comme je le disais, ce serait une émission très courte, à l'avant-dernier sujet, qui est le suivant. C'est un texte de notre père Alexis Diet, qui a pour titre « La tradition précoloniale africaine de dévolution du pouvoir était fondamentalement démocratique. » C'est surtout la première partie. L'arbitraire du pouvoir était inconnu dans les États précoloniaux africains. Dans ce texte, il est en train de nous expliquer que contrairement à ce que les gens pensaient, quand on parle de l'idée de démocratie, il dit l'idée même de l'arbitraire du pouvoir, de l'injustice ou de la non-démocratie n'existait pas dans la gestion du pouvoir avant l'arrivée des Blancs en Afrique. Quand on parle des États précoloniaux, ça veut dire avant la colonisation. Si tu veux, d'une manière, avant donc le contact avec l'homme blanc, notre père Alexis est en train de nous expliquer que la démocratie même, c'est-à-dire la gestion saine du pouvoir, et aussi, comme vous pouvez connaître dans toute cette définition, était déjà une réalité dans notre Afrique. Le mode précolonial et traditionnel africain de dévolution du pouvoir est strictement régulé par les coutumes et les lois ancestrales de la communauté. Il dit donc que pour vous rendre compte de ce qu'il est en train de dire, il fallait voir comment la tradition et les coutumes ancestrales, avec les lois que nos sociétés avant la colonisation se donnaient elles-mêmes, tout était tellement bien régulé que tout se passait bien sans qu'on en arrive aujourd'hui à des crises comme on le voit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays africains. Et il le dit très bien, comme l'est de nos jours le mode postcolonial africain de dévolution du pouvoir par des constitutions modernes dans des états de droit. Dans les royautés et les empires précoloniaux africains, le pouvoir du monarque était strictement encadré par les coutumes, par les membres des ancêtres et par les contre-pouvoirs politiques incarnés par les classes nobiliaires et les devins. Il dit donc, pour toujours continuer dans la même veine, vous vous rendrez compte que dans nos empires, c'était des royautés. Et donc, celui qui était à la gestion du pouvoir, si vous voulez, on peut l'appeler le monarque,
il était certes le roi, ou si vous voulez même l'empereur, ou ce que vous voudrez, mais il était encadré par les coutumes. Il était encadré par les membres des ancêtres, c'est-à-dire notre croyance fondamentale d'Africains. Puisque je vous l'ai toujours dit ici, nous autres Africains, nous ne croyons pas au paradigme de l'enfer et du paradis. Nous croyons dans la relation avec nos ancêtres. Et donc pour nous, il n'y a pas de paradis. Je parle en tant qu'Africain. Donc pour nous, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Même dans la mort, il faut se réconcilier pour quelqu'un qui a commis des crimes avec d'abord les esprits des ancêtres avant d'accéder donc au monde des ancêtres. Voilà ce que nous autres Africains croyons. Et donc, au nom de la puissance même de cette croyance-là, qui était un fait réel dans nos sociétés, cela avait un impact sur le dirigeant, sur le monarque, pour ne pas tomber dans les excès, comme on voit aujourd'hui, les détournements de fonds, on voit aujourd'hui le politicien qui n'a aucune morale, il n'y a pas d'éthique, qui fait tout ce qu'il veut en termes de mauvaises choses. Le monarque ou le dirigeant, ou si vous voulez, le roi, ne pouvait pas se permettre de tomber dans ces déboires ou bien dans ces mauvaises pratiques. Mais ce n'était pas ça seulement. Il y avait la coutume qui était là, il y avait la croyance que je viens d'expliquer, mais il y avait aussi d'autres contre-pouvoirs politiques qui étaient incarnés par les classes nobiliaires et les devins, c'est-à-dire ceux qui étaient même les gardiens même de la tradition à travers, par exemple, nos sciences occultes et autres. Et je peux vous donner un exemple. Par exemple, Soumanguru Kanté en était un, et il avait tellement bien développé cette science-là que, par exemple, lorsqu'on faisait, ceux qui le savent, je prends un exemple dans l'Empire du Mandé, par exemple, lorsqu'il y avait un jugement, je ne veux pas rentrer dans tous les détails puisqu'on n'a pas le temps, mais c'était tellement bien fait qu'on voyait le résultat sur place. Et donc, ça marquait tout le monde. Ça marquait les consciences. Et celui-même qui incarne le pouvoir n'échappait pas à la règle, puisque lui-même, il était soumis aux mêmes règles. Le pouvoir de l'autocrate, du dictateur et du chef de junte post-colonial africain n'est au contraire ni encadré, ni régulé par les coutumes, encore moins par les lois ancestrales des communautés, ni par les constitutions des États modernes de droit. Il dit par contre, vous allez vous rendre compte que les pouvoirs de dictature, les pouvoirs tyranniques, les pouvoirs comme ce qu'on voit au Mali, au Burkina, c'est-à-dire des pouvoirs acquis illégalement par des coups de force, ne sont ni encadrés, ni régulés par les coutumes. Voilà des pouvoirs qui existent, qui ne respectent aucune norme. Ils s'en foutent des constitutions de leur pays, ils s'en foutent des normes internationales, ils s'en foutent des règles même de leur propre société. Eux, ils évoluent dans un vide absolu, ils font ce qu'ils veulent. Et même les constitutions qu'eux-mêmes se sont données dans leurs propres États, ils ne sont pas capables de respecter ces constitutions, puisque c'est sur la base même de la violation de ces constitutions-là, dans ces soi-disant États modernes, que ces putschistes-là s'installent. Et donc, je vais m'arrêter là un peu. Lorsque vous regardez déjà l'exemple que je viens de vous donner avec les pouvoirs autocratiques et dictatoriaux, et que vous regardez nos pouvoirs ancestraux, vous ferez vite de comprendre entre ces deux types de gestion, qui était le plus évolué et qui était le plus classe, si je puis me permettre. C'est pour un pouvoir totalement arbitraire et illimité qui est lui-même sa propre loi. Et c'est pourquoi vous verrez donc que ces pouvoirs de dictature, ces pouvoirs de junte ou même ces pouvoirs-là sont dans une contradiction permanente parce que c'est eux-mêmes qui sont leur propre loi. C'est leurs désirs qui deviennent leur loi. C'est leurs propres limites qui s'offrent à eux comme leur loi. Et donc, c'est-à-dire aussi leur propre contradiction. Et donc, ce pouvoir est un analogue endogène du pouvoir arbitraire de l'État colonial. Les dévolutions du pouvoir par la force, par les coups d'État, l'installation d'États répressifs dénués de tout contre-pouvoir heurte de plein fouet la tradition précoloniale africaine de dévolution du pouvoir. Il dit donc, lorsque vous regardez les pays comme le Mali, le Burkina ou encore la Guinée, qui sont aujourd'hui devenus des pouvoirs qui sont dirigés uniquement que par la force et la brutalité, et qui sont devenus même des forces
pour essayer de réprimer leur propre population, parce qu'on a dit, la seule loi qui existe dans ces pays-là, c'est la loi que ces putschistes-là se donnent à eux-mêmes. Et donc, sur l'improvisation, toute forme contestataire, toute forme d'idée qui sera différente de ce que eux pensent, cette force-là ou ces forces-là, si vous voulez au pluriel, seront réprimées. Et surtout, tenez-vous bien, il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est pourquoi vous avez vu même hier en Guinée, des gens qui voulaient manifester ont été réprimés. Il y a eu un mort. Est-ce qu'au Mali aujourd'hui, les gens peuvent donner clairement leurs idées? Je ne pense pas. Au Burkina aujourd'hui, est-ce que les gens sont conscients du danger dans lequel la junte est en train de les poursuivre, de les conduire? Je ne pense pas. Mais si vous tentez de leur dire qu'ils sont en train d'aller dans le billard, sachez que vous serez la première victime de ces pouvoirs-là. Parce qu'ils ne veulent pas découvrir leurs propres limites à travers la contestation d'autrui. Ils ne veulent pas voir ce qu'eux, ils ont établi comme loi. C'est-à-dire, ce qu'eux, ils estiment être bien, c'est ça la loi. Mais c'est ça aussi leur limite. Parce que si tu veux leur montrer quelque chose de nouveau, c'est comme si tu es en train de les mettre à nu. Et ça, eux ne peuvent pas accepter. Puisqu'ils ont le pouvoir des armes, ils vont soit te faire mitrailler ou bien même faire tout ce qu'il y a de pas recommandable. Sous cet éclairage, les régimes postcoloniaux de dictature, d'autocratie et de junte fondés sur l'arbitraire radical du pouvoir apparaissent comme étant antimoniques des modèles politiques africains. Et donc, le père Alexis Diète nous explique donc que lorsque, après toutes les explications données, quand vous regardez les pouvoirs aujourd'hui qui se caractérisent par la dictature, par la tyrannie, et qui sont fondés même sur l'arbitraire, c'est-à-dire que ce n'est pas le droit, ni le droit que les populations se sont données à elles-mêmes, ni le droit constitutionnel, ni le droit international, encore moins un quelconque droit. Ces pouvoirs-là sont purement dans un radicalisme. Et quand vous les regardez, est-ce que ces mêmes modèles-là existaient dans les modèles politiques que nos ancêtres avaient? Non. Nos ancêtres, on n'a jamais vu un roi africain être accusé de dictateur. On peut accuser de mauvaise gestion, mais dire qu'il était dictateur, non, comme on le voit aujourd'hui, non. Est-ce que pour le pouvoir, en Afrique, un roi ou un souverain pouvait se permettre de tuer ses propres populations? Non. Est-ce que en Afrique précoloniale, avant l'arrivée des Blancs, est-ce que l'Africain connaissait ce qu'on appelait le coup d'État pour créer le désordre dans la société? Non. Est-ce que dans l'Afrique précoloniale, si tu enlevais le roi par la force et par le non-droit, est-ce que tu pouvais t'asseoir? Non, tu ne pouvais pas, parce que les gardiens de la loi, les gardiens de la tradition allaient te désavouer. Parce que pour venir au pouvoir dans notre Afrique traditionnelle, il fallait avoir la caution de ce qu'on appelle les devins, ou bien même si vous voulez qu'on appelle les prêtres dans nos sociétés. Et donc, et cela rentre en contact avec les membres des ancêtres pour essayer de voir est-ce que c'est la bonne personne qui est mise devant. Est-ce que c'est la bonne personne qu'on va mettre devant le peuple? Et quand tu n'es pas la bonne personne, eux ne vont pas risquer leur rôle. Parce que les devins, là, une fois qu'ils déviaient, là, il y avait une sanction contre eux, eux-mêmes, là. Ils tombaient sur le coup de la sanction. Et pour certains, dans beaucoup de cas, c'était la mort. Oui, c'était la mort. Et donc, chacun faisait son travail. Et aujourd'hui, on le voit, quelqu'un, parce qu'il est devenu riche, il peut se lever un matin, il veut être président, il devient président. S'il y avait de l'ordre dans notre société, un monsieur comme Laurent Gbagbo ne serait jamais président. Un monsieur comme Henri Konan Bédié ne serait jamais président. Mais attendez que je vous explique. Quand je le dis, ce n'est pas parce que j'ai du ressentiment, de la haine pour ces personnes-là. Parce que dans notre Afrique ancestrale, on ne prenait que des gens qui ont de la valeur. On ne prenait des gens que sur des qualités morales de haut niveau. Est-ce que Bédié est un homme de valeur morale de haut niveau? Voilà d'abord un monsieur qui n'a jamais rien fait de sa vie, qui veut que tout lui soit donné et qui pense que lui doit tout contrôler sur un désir, mais qui n'est prêt à donner rien et à ne rien produire comme on a vu dans sa gestion. Et donc, une telle personne, un tel individu est un incapable. Et dans notre Afrique traditionnelle, un incapable ne pouvait pas aspirer à la destinée de nos populations, comme c'était à l'époque avant que nous ne soyons en contact avec le blanc. Est-ce qu'un monsieur comme Laurent Gbagbo,
qui est un pur populiste, un démagogue de la pire espèce et un affabulateur de très bas niveau. Ce monsieur-là, à part faire des sornettes et faire rire les populations, est-ce que ce monsieur-là méritait d'être à la destinée d'un pays? Non. Gérer un pouvoir n'est pas une séance de comédie, comme Laurent Gbagbo. Mais comme on avait mis un comédien à la tête de l'État, il nous a montré que dans la comédie, il pouvait aussi nous assassiner en nous faisant rire. Et c'est pourquoi, malgré tout ce que les gens savent déjà du régime, il faut savoir que c'était un régime de troubadours, je parle de Gbagbo, où tout faisait rire sauf ce qui était important. Mais c'était aussi une manière de distraire le peuple. Or, nos ancêtres se respectaient tellement qu'eux n'avaient pas besoin de ce genre de personnes-là pour venir diriger nos différents pays. L'appétence de certaines élites post-coloniales africaines en quête de pouvoir et de dénomination pour ces formes politiques dévoyées de la modernité relève de la réappropriation stratégique d'une arme de combat personnel et d'un instrument efficace de prédation. Il est donc aujourd'hui, vous comprendrez que la majorité des élites politiques ou de ceux qui sont à la tête de nos États aujourd'hui, en réalité, contrairement aux valeurs normatives, c'est-à-dire les valeurs de normes, ce qui est normé, contrairement aux bonnes valeurs qui doivent inspirer l'homme politique, malheureusement, vous constaterez que les politiciens qui vont venir après la colonisation viennent dans un modèle déjà dévoyé. Ils viennent avec une stratégie pour s'accaparer des biens de la nation. Ils viennent avec une capacité de ne pas servir leur peuple, mais ils viennent plutôt pour se servir. Et ça, aujourd'hui, regardez notre Afrique, regardez les politiciens dans tous les 54 pays africains et regardez comment ils se comportent. Et puis regardez les autres pays. Est-ce que le politicien africain se comporte comme il devrait se comporter? Non. Est-ce que l'homme politique aujourd'hui de l'Afrique se comporte comme avec, je vais dire bien, les bonnes valeurs, c'est-à-dire avec d'abord l'idée que c'est l'intérêt du peuple que je suis venu défendre? Non. Est-ce qu'il se comporte avec l'idée que non, j'ai un devoir de laisser des traces pour que les générations à venir se souviennent de moi? Non, ce n'est pas son problème. Le seul objectif de l'homme politique ou des élites politiques, parce que ce n'est pas seulement un groupe, hein, même tout ce que vous voyez dans nos pays aujourd'hui, à la fin de la journée, le RHDP donne à manger au FPI, donne à manger au PPACI, c'est une élite en fait. Et donc, c'est un club d'amis qui sont là dans une pure stratégie de prédation des biens de la communauté de nos pays. Et donc, ils sont dans des combats personnels. C'est pourquoi vous verrez Alassane Ouattara dire « Je suis là », lui, il est peut-être une exception, mais à la fin de la journée, vous verrez, chacun se bat d'abord pour son intérêt personnel. C'est d'abord un combat personnel contre le peuple. Et donc, ce combat-là est mené pour s'accaparer des biens du peuple. C'est pourquoi vous verrez dans notre Afrique moderne, quand quelqu'un vient au pouvoir, tout lui appartient. Je dis bien, tout lui appartient automatiquement. Parce que c'est ça l'objectif. Comment s'enrichir illégalement? Comment essayer de dominer les biens de la communauté? Alors que ça, dans notre Afrique traditionnelle, c'est le roi qui était celui-là même qui donnait. Et quand on regarde en Occident, ici, il y a des structures sociales que les dirigeants mettent en place pour essayer de normer, de mettre à des niveaux, à des normes, toutes les différentes échelles ou strates de la population. Et eux ne viennent pas. On a même vu certains pays comme les États-Unis aller faire la guerre pour l'intérêt même des États-Unis. Ne me demandez pas de rentrer dans les exemples. Sinon, on sait pourquoi la guerre en Irak a été effectuée. On sait pourquoi la guerre du Golfe a été effectuée. On sait pourquoi Kadhafi a été liquidé. On sait et on sait et on sait. Ne venez pas me demander pourquoi ça a été fait. Ça a été fait pour l'intérêt du peuple occidental. Kadhafi s'est fait liquider parce qu'on avait besoin de son pétrole. On avait besoin de son territoire pour atteindre des objectifs. Et ces objectifs-là vont d'abord à l'avantage des générations des Occidentaux à venir. C'est même pas eux-mêmes, mais les générations des Occidentaux, c'est les Blancs là, leurs enfants, leurs arrière-petits-enfants là,
Aujourd'hui, où on est en 2023, là, eux, ils sont en train de lutter pour les intérêts de leurs petits-enfants et de leurs arrière-petits-enfants. Et donc, là, leur pays où ils se trouvent, là, quand ils s'asseyent, ils regardent aujourd'hui, là, ce qu'ils ont aujourd'hui ne peut pas suffire. Donc, pour cela, il n'y a pas de pitié. S'il faut attaquer Kadhafi et le liquider, il n'y a pas de honte. Parce qu'à la fin de la journée, entre la morale et la vie, il faut d'abord vivre avant de penser à la moralité. Il n'y a pas de question à se faire. Quand on regarde la guerre en Irak, la guerre du Golfe, ne me demandez pas comment Saddam Hussein s'est fait pendre comme un mouton. Ne me demandez pas le pourquoi. Allez regarder la guerre Iran-Irak et allez regarder le parcours de Saddam Hussein qui a tant aimé les États-Unis que les États-Unis ont fini par lui mettre une corde au cou. Et c'est ça la vie. Quand il faut vivre, il faut vivre. Quand tu ne vis pas, tu ne peux pas parler de morale. Mais les Occidentaux, ils ont compris cela. Et si on parle de ce sujet que je l'explique profondément, c'est pour dire que nos hommes politiques africains ont failli. Nos hommes politiques africains ne savent même pas leur mission. Et pour ceux qui peut-être diraient, mais tout ce que tu dis, nous, on ne connaît pas, vous aurez vu la guerre en Irak, c'était simplement pour prendre le pétrole en Irak. Sinon, il n'y avait pas d'autre raison. Et ces pétroles-là, on va les emmagasiner pour les générations à venir. Mais vous me direz, est-ce qu'il n'y a pas de morale ou de bonne conscience? Mais la bonne conscience ne peut exister que quand tu es vivant. Au moment où les autres pensent à aider à la survie de leur population. Aujourd'hui, vous voyez les dictateurs et ceux mêmes qui sont dans l'improvisation aujourd'hui faire des coups d'État et aujourd'hui offrir le destin de leur peuple aux Russes, offrir le destin de leur peuple à des nouveaux maîtres en pensant que c'est par là que viendra leur salut. Non, il n'y a pas deux voies. Il faut que le dirigeant s'assume. Il faut que le dirigeant se mette les pieds à terre et dise voilà ce que je veux pour mon peuple. Tant qu'un dirigeant ne pense pas comme ça, il ne peut pas être un dirigeant et il ne va jamais réussir. Et si Alassane Ouattara a réussi, c'est ce qu'il a compris. Si le président Oufoué a réussi, c'est ce qu'il a compris. Mais vous verrez que quand un dirigeant comprend ce facteur-là et se met au service de son peuple, vous voyez les autres dirigeants africains dire « Ah, lui, c'est l'ennemi ». C'était la même chose au temps d'Oufoué. « Ah non, c'est Oufoué qui a créé la guerre au Libéria. Ah non, c'est Oufoué qui a fait tuer Thomas Sankara. Ah non, c'est Oufoué qui a fait enlever, comment je vais appeler, Modibo Keïta. » On accusait Félix Houphouët-Boigny de tout. Même quand quelqu'un même ne prenait pas son Viagra, c'est Félix Houphouët-Boigny qui l'empêchait de le prendre. Mais la réalité étant passée, on découvre que c'est exactement le même modèle qui s'est fait aujourd'hui. C'est Alassane Ouattara qui arrache les femmes des gens. C'est Alassane Ouattara qui dit aux gens, bon, faites des coups d'État en Afrique de l'Ouest. C'est Alassane Ouattara qui fait que le franc CFA marche en Côte d'Ivoire, mais le franc CFA n'arrive pas à faire les mêmes miracles au Mali. C'est encore le même Alassane Ouattara qui surtout, tenez-vous-en bien, qui surtout dit aux putschistes de ne pas organiser d'élections. C'est Alassane Ouattara qui dit ça. Tellement ils sont dans l'improvisation. Parce que c'est ce que le père Alexis Diet disait. Ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont pas de base, de fondement pour gérer le pouvoir. Et c'est ça le drame avec les États, les dirigeants des États postcoloniaux qui s'installent dans la dictature. En agissant ainsi, eux-mêmes se fourvoient. Et donc, en banalisant les lois, en ne respectant pas les lois, ni les lois ancestrales, ni les lois des États modernes que nous sommes donnés, ces personnes-là se retrouvent donc en face même de leurs contradictions et donc ne peuvent tomber que dans la brutalité, dans la violence. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va donc utiliser le faux nationalisme, l'anticolonialisme, la lutte contre des néocolonialistes inventés de toutes pièces pour essayer d'instrumentaliser les peuples, pour les distraire de la réalité, alors que la pauvreté, alors que le manque d'éducation, alors que l'avenir même du peuple qui devrait être les questions essentielles ne sont pas évoquées. Et c'est à ce titre que le père Alexis Diet nous dit, sous le faux prétexte du nationalisme, de l'anticolonialisme, de la lutte contre le néocolonialisme, certaines élites post-coloniales africaines instrumentalisent la rente mémorielle de la colonisation pour légitimer, au détriment des populations, un mode antidémocratique de dévolution du pouvoir et un arbitraire radical qui sert leurs intérêts particuliers des classes. Et c'est ce que je venais de dire là. Et c'est malheureux quand vous retrouvez des Laurent Gbagbo
a aujourd'hui supporté, et il a toujours fait, a supporté l'instrumentalisation de la rente mémorielle de la colonisation. C'est-à-dire, on utilise les vieux clichés du passé. Pourquoi les Blancs nous ont commandés? Mais pourquoi aujourd'hui les Maliens se laissent commander par des Russes qui sont aussi des Blancs? Et donc, le problème n'est pas là. On utilise de faux clichés pour dire aux gens, non, votre malheur, c'est parce que les Blancs vous ont colonisé. Bon, les Blancs même, ils ont été colonisés. Il n'y a aucun peuple sur cette terre qui peut dire que lui n'a pas été colonisé. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que les dirigeants font? Qu'est-ce que les dirigeants font pour donner une mémoire positive au peuple? Qu'est-ce que les dirigeants font pour montrer le chemin du salut à leur peuple? Qu'est-ce que les dirigeants assument en termes de responsabilité pour dire voilà ce que j'ai fait pour le bien de mon peuple? Voilà la responsabilité de nos peuples africains. Sinon, tout le reste n'est que arbitraire et mensonge pour servir uniquement la cause de ces politiciens de bas niveau qui ne font que perdre le temps à l'Afrique. Et donc, mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là et passer directement au sujet, le dernier. Et après cela, donc, il y a notre frère Sundiata, le conquérant, qui a fait un message vocal. Nous allons l'écouter ensemble. Et après, si, je dis bien après, s'il y a des gens qui ont quelques questions, nous allons leur permettre de poser ces questions-là. Et on va fermer le direct rapidement. Et donc, le sujet, le dernier, Abidjan toujours sur les traces de Soro Guillaume. Les services de sécurité ivoiriens continuent de suivre avec attention les mouvements de l'opposant en exil Soro Kibafori Guillaume, dont le visa Schengen et le passeport ivoirien arrivent à échéance en 2023. Après l'avoir longtemps localisé à Genève et à Dubaï, le pouvoir d'Abidjan suit désormais la piste chypriote. Alors que la Cour d'appel d'Abidjan a statué le 13 février 2023 sur le procès en appel de plusieurs proches de Soro Guillaume, accusés de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, les services de sécurité ivoiriens tentent de tracer les déplacements de l'opposant ivoirien en exil depuis 2019. Si ces derniers ont localisé Soro Guillaume à Dubaï, où il s'est installé à l'automne 2022, il s'intéresse également à des séjours effectués par Soro Guillaume à Chypre. Cette piste a déjà fait l'ordre d'une étude approfondie par plusieurs sécurocrates ivoiriens à la fin de l'an 2020. Des va-et-vient de certains proches de Soro Guillaume entre Paris et Chypre avaient à l'époque alerté Abidjan sur la présence de ce dernier à Nicosie. L'ex-leader étudiant et surtout malfaiteur en puissance exponentielle est depuis plusieurs années introduit sur cette île située au large de la Turquie, où il jouit de nombreuses entrées auprès des élites politiques. Abidjan s'intéresse aux modalités de ses déplacements entre Dubaï, comme vous pourrez le constater dans la lettre du continent du 11 mars 2022. Il s'est également rendu à Doha en fin 2022 et la capitale chypriote. Outre la recherche d'éventuels parrains financiers, les services ivoiriens se penchent sur la question de ses passeports pour séjourner dans l'Union européenne, dont Nicosie est membre depuis 2004. Soro Guillaume doit être titulaire d'un visa Schengen. Or, si Soro Guillaume est bien titulaire d'un tel visa délivré en janvier 2020 par l'ambassade de France à Genève, ce dernier est arrivé à échéance en janvier 2023. Selon nos informations, à l'automne 2022, l'opposant ivoirien avait tenté de rejoindre Genève avec ce même visa, mais il a été bloqué à la police. Il a été bloqué par la police aux frontières suisses. Une situation qui hypothèque les éventuels mouvements de Guillaume Soro en Europe, où il a successivement séjourné en France, en Espagne, en Belgique ou encore en Suisse entre 2019 et 2022. S'il parvenait à renouveler son visa Schengen auprès
d'un des 27 États de l'Union européenne, le fondateur de GPS ferait face à un autre problème de taille. Ses passeports diplomatiques ivoiriens et son passeport ordinaire arrivent prochainement à échéance. Toujours sur le coup d'un mandat d'arrêt international émis par Abidjan en décembre 2019 pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et à l'intégrité du territoire national, il apparaît hautement improbable que les autorités ivoiriennes lui renouvellent son passeport. Une situation qui pourrait obliger Soro Guillaume à se tourner vers un autre État. Dans ce contexte, Abidjan étudie également le scénario d'une délivrance d'un passeport diplomatique par un État ouest africain. Et ce que je viens de lire, c'est Africa Intelligence qui le dit. Et pour ceux qui sont véritablement des élèves de la classe, ce n'est pas un fait nouveau, puisque si vous remarquez depuis l'époque, chaque fois que Soro Guillaume se déplaçait, on vous le disait. C'est vrai que souvent on ne le disait pas tout clairement, mais sachez que pour nous autres, ça ne nous surprend pas et on attend de voir la fin, comme certains l'espèrent bien. Et donc, nous allons terminer ici avec l'audio que Sundiata le Conquérant a bien voulu nous faire parvenir. Et après ça, on va permettre à quelques personnes de poser rapidement des questions et on va fermer le direct. Bonjour ou bonsoir à tous, comment vous allez? Moi je vais très bien. Il me plaît aujourd'hui de prendre la parole pour m'exprimer sur deux sujets de société. Le premier sujet concerne les sociétés à capitaux publics. Le deuxième sujet concerne les effondrements d'immeubles à Abidjan. Plus précisément, le premier du côté de Angré à Cocody, le deuxième du côté de zone 4 à Marcory, le troisième du côté de Trècheville. Alors, en ce qui concerne le premier sujet, permettez-moi de retransmettre une information source Sika Finance. Côte d'Ivoire, les sociétés à capitaux publics ont réalisé un bénéfice de 528 milliards francs CFA à fin 2021. Les entreprises à capitaux publics, au nombre de 82, dont 25 sociétés d'État et 57 sociétés à participation financière publique, ont réalisé un résultat net de 528 milliards francs CFA en 2021 contre 478 milliards francs CFA un an plus tôt, soit une augmentation de 10,4%, soit 50 milliards de francs CFA selon les données officielles. 5 entreprises ont particulièrement contribué à relever le niveau de bénéfice des sociétés à capitaux publics. Il s'agit de Perseus Mining Yaouré, soit plus 71,57 milliards de francs CFA. Société des mines d'Eda Bleu, soit plus 36,79 milliards de francs CFA. Orange Côte d'Ivoire, soit plus 25,19 milliards de francs CFA. Bonicro Gold Mine, soit plus 19,08 milliards de francs CFA. Et la Banque nationale d'investissement, soit plus 18,19 milliards de francs CFA. Ces entreprises ont cumulé 170,82 milliards de francs CFA d'augmentation de leur revenu net en 2021. Le chiffre d'affaires de ces entreprises à capitaux publics a suivi la même tendance en se consolidant de 11,5%, soit plus de 565 milliards de francs CFA pour atteindre 5 478 milliards de francs CFA en 2021 contre 4 913 milliards de francs CFA en 2020. Cette embellie est essentiellement imputable aux sociétés IDT, plus 409%.
ADCI, plus 321%. Sodemi, plus 182%. Sodexam, plus 158%. TRCI, plus 113%. Côte d'Ivoire Engineering, plus 101%. Soder Toulac, plus 87%. SDPC, plus 76%. CIFAL, plus 66%. Et Air Côte d'Ivoire, plus 65%, qui ont enregistré les performances commerciales les plus significatives. En termes de contribution, les sociétés CIR, Société ivoirienne de raffinage, Orange Côte d'Ivoire, Lonassi SEM, Vivo Énergie et Petrosi Holding ont enregistré les chiffres d'affaires les plus importants, cumulant 3008 milliards de francs CFA, soit 55% du chiffre d'affaires global réalisé par les entreprises à capitaux publics en 2021. Alors, il était important pour nous de retransmettre cette information pour mettre en évidence l'embellie économique de la Côte d'Ivoire, pour montrer que les choses bougent. Effectivement, il y a croissance économique en Côte d'Ivoire. Les lignes sont en train de bouger, les choses s'améliorent. Donc, il était tout à fait important de retransmettre cette information pour établir la vérité. Ça, c'est ce qui concerne le premier point. Concernant le deuxième point, il s'agit malheureusement, comme vous le savez, d'effondrement d'immeubles ou constructions. Ces différents effondrements ont eu lieu ici en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, en moins de 7 jours. Donc, il y a eu un premier effondrement à Angré, un deuxième du côté de zone 4 et un troisième à Treichville. Alors, le premier effondrement, il y a eu des blessés. Est-ce que les sanctions ont été prises là-bas? Pour l'heure où je suis en train de parler de ce sujet, je n'ai pas plus d'informations en ce qui concerne les sanctions. Maintenant, concernant le troisième effondrement, dans l'ordre, comme j'ai bien indiqué, premier Angré, deuxième zone 4, troisième Treichville. Concernant le troisième, je vais parler du troisième avant de terminer, avant d'aborder le deuxième. Voilà, je vais terminer par le deuxième cas. Le troisième effondrement, c'était à Treichville, et plus précisément à l'avenue 9, rue 12. L'effondrement a entraîné 2 blessés. En réalité, le maître d'ouvrage et le propriétaire du site ont reçu des mises en demeure de la part de l'antenne Plateau Treichville, des services du ministère de la Construction, pour un arrêt des travaux et une démolition de l'ouvrage pour défaut de permis de construire. Malheureusement, le maître d'ouvrage, il a dû continuer les travaux sans tenir compte des mises en demeure et des différentes récriminations des services du ministère de la Construction. Et est arrivé ce qui est arrivé.
Les sanctions qui sont tombées, c'est que le maître d'ouvrage et le propriétaire du site, ils sont recherchés pour répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième cas d'effondrement, puisque ce cas a eu lieu avant celui de Tréville. Le deuxième cas, c'était du côté des zones 4, plus précisément à Marcory. Alors, après l'effondrement de la dalle, nous apprenons qu'il y a eu une réunion avec les directeurs des cabinets du ministère de la Construction. Mais il faut au passage préciser qu'il y a eu mort d'homme. Du côté du chantier qui s'est effondré en zone 4, il y a eu mort d'homme. Malheureusement, avec des blessés. Alors nous disons que s'il y a eu mort d'homme et des blessés, il faut tirer cette situation au clair. Nous apprenons qu'à l'issue de la réunion avec les directeurs du cabinet, laquelle réunion s'est déroulée entre l'entreprise mise en cause et le directeur du cabinet, nous apprenons que l'entreprise, le maître d'ouvrage, il a obtenu un permis de construire et aussi le propriétaire de l'immeuble en question, il s'est attaché des services d'ingénieurs, des cabinets, voilà, il s'est attaché des services d'experts en la matière. Malheureusement, les choses n'ont pas fonctionné comme il se devait pour défaillance à un certain niveau. Nous disons qu'à partir du moment où ce sont des entreprises qui sont en charge des travaux, des experts, des spécialistes du domaine qui sont en charge des travaux, et qu'il y a eu problème, même s'ils ont été autorisés à construire à travers le permis de construire et qu'ils ont tous les documents, nous disons qu'à partir du moment où il y a eu mort d'homme, il est tout à fait normal que cette situation, elle soit judiciarisée. Il faut que la justice se saisisse de ces dossiers. À partir du moment où il y a eu mort d'homme et de blessés, il faut naturellement que la justice se saisisse de ce dossier pour rétablir les faits, pour sanctionner et dédommager. Voilà. Nous apprenons que le responsable de l'entreprise en question, il s'est confondu en excuses lors de la réunion avec le directeur des cabinets au ministère. Mais nous, on s'en fout. On s'en fout de ces excuses, à la limite. Voilà. On s'en fout complètement de ces excuses. Ces excuses, nous n'en avons pas besoin. Voilà. Quand on travaille, à partir du moment où on est spécialiste, il faut faire le travail correctement, avec rigueur. Voilà. Il faut faire le travail dans de très bonnes conditions, avec intégrité et rigueur. On ne peut pas prétendre qu'on est spécialiste en la matière et venir commettre des erreurs qui vont entraîner mort d'homme. C'est suffisamment grave. Nous osons croire qu'au-delà de cette réunion avec le ministère, le dossier va être judiciarisé et que toutes les conséquences vont être tirées. Il faut que les sanctions tombent. C'est trop facile. On ne peut pas venir nous dire qu'aujourd'hui, qu'on présente les excuses et puis les choses s'arrêtent là, non? Il n'est pas question. Il n'est pas du tout question. Nous voulons interpeller le procureur de la République, nous voulons interpeller le ministre de la Construction et de l'Urbanisme. La nation ivoirienne est en train de suivre ce dossier de très près. Des spécialistes en construction qui par erreur laissent
tomber une dalle ou bien qui par erreur font un faux travail et la dalle tombe, il y a mort d'homme, ils doivent assumer. Il faut qu'ils assument. Donc, nous disons, il faut que les sanctions tombent. Nous voulons des sanctions. Même s'ils ont eu les documents, les autorisations, on s'en fout des excuses. On ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on va présenter les excuses et puis c'est terminé. Ou bien on veut nous dire qu'il y a un gros bonnet dans le pays qui est derrière l'entreprise ou bien qu'est-ce qui se passe? Pour l'heure en tout cas, je n'ai pas encore vu de mes propres yeux des sanctions vis-à-vis de cette entreprise et je trouve que ce n'est pas normal. Je suppose que les sanctions arrivent et que les sanctions vont tomber. Ce qui est naturellement la suite logique de la procédure qui va découler de ces drames. Du côté des engrais, je l'ai dit, je n'ai pas d'informations, je ne veux pas m'aventurer. Du côté de Treichville, les sanctions vont tomber. Du côté des zones 4, pendant que des spécialistes sont en train de travailler sur un immeuble R+7, et puis une dalle, elle tombe, jusqu'à il y a mort d'homme, nous disons que ceci est suffisamment grave. Au regard de la gravité des faits, il est tout à fait normal que la justice se saisisse de ce dossier. Nous voulons interpeller le procureur de la République pour qu'il se saisisse du dossier du cas de construction de zone 4 où il y a une dalle qui est tombée et il y a eu mort d'homme. Voilà. Il faut que le procureur de la République fasse son travail. Nous voulons que ceux qui sont incriminés dans le cadre de ces drames, ils soient sanctionnés. Il faut que le dossier soit judiciarisé. Il faut que des sanctions soient prises pour servir d'exemple, pour donner la leçon. Nous ne voulons pas des arrangements. Les arrangements, nous en avons marre dans ce pays. C'est parce que les gens vont d'arrangement en arrangement que les gens continuent de faire les bêtises en réalité. Et je vais revenir là-dessus, sur un autre dossier. Je vais revenir sur les histoires de construction, l'escroquerie, les vols et la corruption dans le secteur de l'immobilier et de la construction. Je vais revenir là-dessus spécialement un peu. La construction, l'immobilier, ce secteur d'activité-là est celui où il y a plus de corruption et de vol en Côte d'Ivoire. Et c'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Les gens prennent l'argent, ils font plusieurs types de sous-traitance et finalement, celui qui fait le travail en réalité, il reçoit très peu d'argent. Les gens ne connaissent rien, ils prennent beaucoup d'argent avec les propriétaires des chantiers. Ils vont, ils sous-traitent à des gens. Eux, à leur tour, parfois sous-traitent. C'est-à-dire, on parle de démarcheurs en démarcheurs. Même quand les gens disent qu'on a confié à des entreprises, c'est juste pour maquiller les choses. Hein. Il y a beaucoup qui s'y connaissent rien, qui décident de venir se faire fortune dans ces secteurs d'activité. Parce que quand ils ont un marché, quand bien même ils ne savent pas faire le travail, il suffit de constituer une entreprise vite fait là, ils vont confier à quelqu'un d'autre ou bien ils appellent les ouvriers, ils donnent très peu d'argent et ils empochent la grande partie de l'argent. C'est ce qui se passe dans ces secteurs d'activité. Finalement, c'est le faux matériel. Finalement, c'est une fausse main-d'œuvre. Finalement, l'argent qui est censé faire le travail est détourné. C'est ce qui se passe dans ces secteurs. Trop de négligence, trop de clientélisme. On ne peut pas accepter ça. Nous allons suivre de très près ce dossier. Il faut que le ministre de la Construction il mette pression pour que ce dossier-là soit judiciarisé.
Parce qu'à partir du moment où à Treichville, c'est vrai, ils n'avaient pas les documents, le cas va être judiciarisé, mais il est tout à fait normal que le cas des zones 4, quand bien même ils ont tous les documents, il faut que ce cas-là soit judiciarisé. Les accidents des chantiers, tolérance zéro. Voilà. Si vous savez que vous n'êtes pas en mesure de réaliser un ouvrage sans accident, sans créer un drame, en ce moment, ne vous aventurez pas. Nous voulons de l'ordre. Nous voulons que les choses se passent bien dans ce pays. Portez-vous bien. Excellente journée à tout le monde. Voilà qui est bien aimé et voilà qui est bien dit. Sundiata vient de nous dire tout ce que vous devriez savoir sur surtout le ministère de la Construction, surtout qu'il parle en tant qu'un témoin oculaire, très avisé des faits. Nous ne pouvons que lui dire merci infiniment et dire aussi merci à toutes les personnes que nous ont suivies. Il est exactement 12 heures, heure de New York. S'il se trouvait que certaines personnes ont des questions, n'appelez pas, nous ne prenons pas dans les directs en ce temps-ci. Posez vos questions et on va pouvoir vous donner la réponse si nous les avons. Et si on n'a pas aussi les réponses, on va vous dire qu'on ne connaît pas. Et donc, s'il y a des questions, on souhaite les voir le plus tôt possible. S'il n'y en a pas, nous allons fermer directement cette séance. En tout cas, pour notre part, on a présenté le peu qu'on savait. Et au niveau de l'actualité, on a déjà présenté aussi brièvement ce qu'il fallait. Et donc, j'allais saluer le cyclone Abbé. J'allais saluer notre mère Dambélé Aïcha. J'allais saluer notre mère Marion Si Savané. J'allais saluer M. Daouda Sissé. J'allais saluer ici Potamois du Nil. J'allais saluer notre mère Adjara Koulibaly. J'allais saluer notre père Kaswat, notre père Fatogoma Ouattara, notre mère Fiona Kora, notre mère Ramatou Doumbia. Et j'allais aussi saluer avec beaucoup de respect notre mère Pradine Savana, sans oublier notre père bien-aimé Zana Bamba, pour qui j'ai tout l'estime. Sans oublier Samba Kone, notre père, et le grand maître, je dis très bien le grand maître, Olivier Amiral, qui dit ceci, cher frère éclaireur, vu que le chef d'Interpol a été reçu à Abidjan, pourrions-nous pronostiquer pour une autre grande victoire du Prado à l'horizon? Mais je ne vous appelle pas grand maître pour rien. Si c'est une information que vous nous donnez pour nous informer, cher grand maître, on accepte l'information, mais en tout cas dans ce monde, rien n'est gratuit. Soro Guillaume, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'idiots qui disent « Ah, tu avais dit qu'on allait l'attraper, c'est comme ça. » Je n'ai jamais dit à quelqu'un qu'on allait l'attraper, Soro. J'ai dit que d'ici mars 2021, Soro Guillaume serait mis en face de ses contradictions. Et que dans le pire des cas, il risquait un jour lui-même de se rendre en passant par l'aéroport d'Abidjan pour dire « Je me rends à mon papa Alassane Ouattara ». Et donc, quand on parle aux gens intelligents, il faut que les gens comprennent bien. On est sur un terrain politique où, que vous le voulez ou pas, Soro Guillaume a ses soutiens et avec ses soutiens, il fallait d'abord l'affaiblir au maximum possible, l'acculer au maximum possible pour le mettre en face de ses limites et avant maintenant de procéder méthodiquement. Et je peux vous dire, et je vous le redis, aujourd'hui, Soro Guillaume ne peut plus être la menace qu'il avait été. Et lui-même en est conscient aujourd'hui. Et si vous avez bien remarqué, dans nos émissions, chaque fois qu'il a fait un mouvement, nous le disions ici, allez reprendre nos émissions. Quand il était en Espagne, je vous ai dit qu'il est en Espagne. Quand il était en Suisse, j'ai dit et je donne le nom même de toutes les personnes, les Saraouis chez qui il était. Et ainsi de suite. Quand il allait aussi en Nicosie, en Chypre, on avait parlé de tout ça ici. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas trop dire. Mais toujours est-il que l'homme, il est maîtrisé aujourd'hui, il est cerné aujourd'hui et il n'a plus d'autre choix. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Abidjan peut s'asseoir et puis rire. Parce qu'on regarde la situation, ce monsieur tombera comme un fruit pourri. Et comme je le dis et je le redis, ne soyez pas surpris de le voir un jour. Pour ceux qui se souviennent, je ne suis pas là pour changer de parole.
Ce monsieur-là, vous allez le voir en train de traverser la même zone de l'aéroport avec une culotte et puis un débardeur blanc. Et puis, devant les journalistes, là, il va dire, je demande pardon à Alassane Ouattara avant d'aller en prison. Il est mal dans pain, comme dit le roi. Et je salue aussi le roi du printemps qui ne se porte pas bien. Et donc, le roi, prompt établissement à toi et à tous. Parce que tout ce qui est en bonne santé est un futur malade. Et donc, pour le cas de Soro Guillaume, ce n'est qu'une question de temps. Quand tu te choisis un adversaire qui est plus coriace, plus intelligent que toi, tu finis par perdre le combat. Et je répète et je reste sur mes mots. Aujourd'hui, les lieutenants de Soro Guillaume sont en train de chercher des asiles. Est-ce que Franklin Nyamsi n'est pas en train de chercher à mettre ses valises au Burkina? Mais tout ce que vous allez tenter ne marchera pas. Tout ce que vous allez tenter ne marchera pas. Parce que pour quiconque sait lire la géopolitique internationale, le monde est complètement différent de ce que celui qui n'est pas averti voit. Quand tu es dans le monde là et puis tu ne vois rien là, tu penses que le monde est simple. Tu penses que le monde c'est un endroit, ce que toi tu vois, c'est ça qui est la réalité. Mais ceux qui savent voir avec l'œil de l'esprit là, le monde est plus compliqué que ce que tu vois avec tes yeux. Et je parle avec cet œil là pour te dire, Soro Guillaume, tout ce que tu vas faire, ça ne marchera pas. Moi je ne suis pas Dieu. Mais aujourd'hui là, si vous avez très bien suivi l'article du père Alexis Diet que j'ai lu, ceux qui vont faire le rapprochement vont comprendre que les Américains sont plus prêts à s'amuser avec leurs intérêts. Et c'est là que tu vas comprendre que tes limites, toi qui es tagué comme terroriste aux États-Unis, quand ils vont lancer la machine contre toi, là, tu vas comprendre. Et donc, c'était la première question, sinon le premier avis. Et cher père, je peux vous dire que, en tout cas, ce que nous demandons simplement au gouvernement d'Abidjan, c'est de ne pas lâcher prise et de continuer. Et il y a Falak qui dit aussi, éclaireur, vous aviez dit que le monde serait petit pour lui et c'est bien le cas aujourd'hui. Effectivement, c'est ça. Il y a des gens qui pensaient que non, Alassane allait lancer une corde et puis il allait l'attraper pour le tirer un coup. Non. Souvenez-vous, la puissance d'un prédateur, c'est de traquer la proie. N'allez pas dire à Alassane Ouattara que j'ai dit que c'est un prédateur. Je suis en train de faire une analogie. Souvent, ceux qui savent bien regarder, quand vous voyez souvent les chats, quand il attrape un margouillat, il va manger le margouillat, mais qu'est-ce qu'il fait? Ou met la souris, il lui coupe le nerf rachidien. Et puis maintenant, il fait semblant de fuir, de laisser la proie se débattre. C'est dans ça que Soro Guillaume est actuellement. Et puis maintenant, le chat fait comme s'il ne voit pas, il tourne à côté pour inquiéter au maximum. Son cœur est coupé actuellement. Son cœur est coupé actuellement. Sinon, il y a longtemps, Interpol existe. Et si le directeur d'Interpol est venu dire bonjour à Fakondo, nous aussi on a répondu, il nous a salué, on a répondu. On regarde la suite. Quand quelqu'un te salue là, tu réponds. Et il y a notre père Kaswa qui dit, I can't wait for that day. And for sure, this day is going to be. I can tell you that. Soyez-en certains, ce jour viendra. Il y a notre mère Adjara qui dit, prompt rétablissement au roi du printemps. Et je ne vois plus de questions. Et je peux déjà estimer peut-être que l'entièreté des sujets ont été bien compris. Et je dis merci à tous. Et surtout, je rappelle aux élèves de la classe d'Abidjan, demain, c'est le 19 février 2023. Le secrétaire national à l'administration, ainsi que les élèves de la classe éclaireur pro vérité d'Abidjan auront une réunion demain à la pâtisserie de la Maraoué. Ça sera à 9h. C'est à Abobo. Et là-bas, ils vont vous faire le procès verbal de la réunion précédente, suivi d'une séance d'information et encore avec des dispositions à prendre pendant les directs qui vont reprendre bientôt dans les conditions que vous saviez de par le passé, suivi des divers et la présence de tous est requise
en temps et en manière. Et pour pouvoir participer à la réunion, il faut simplement contacter Soro Lamoussa au 2 x 07 03 89 77 ou au 05 06 31 23 08. Et je salue ici quelqu'un pour qui j'ai plus que de l'affection. Je vais parler de Ado 100%. Il y a notre mec qui dit j'ai posé une question plus haut. Attendez que je revoie la question, chère mère, sinon je ne l'ai pas vue. Mais vous pouvez la reposer plus bas, puisque le fil des commentaires défile assez vite. Je n'ai pas pu voir votre question, chère mère Coulibaly Adjara. Si vous pouvez la reposer. Ok, je vois la question. Pourquoi les pays de la CEDEAO se plaignent de la carte de résident en Côte d'Ivoire, pourtant ils ne sont pas concernés? Vous savez, il y a une petite fourmi là, elle est noire comme ça. Elle pique les gens. On dit c'est son comportement qui fait que les gens la tuent même quand ils la voient. Quand tu as un mauvais comportement là, toi-même là, ton mauvais comportement là se signale même quand on ne parle pas de toi. Quand vous voyez les Burkinabés, quand vous voyez les Maliens et les Guinéens aujourd'hui se plaignent, mais c'est simplement parce que eux-mêmes leur mauvais comportement est en train maintenant de mettre à nu toutes leurs lacunes. Est-ce que c'est quelqu'un qui les a obligés de sortir de la CEDEAO? Quand ils vont créer leur union là, de la Guinée, Mali et puis Burkina là, l'union des pays faisant de coups d'État là, est-ce que la CEDEAO va les reconnaître? Donc ils ne seront plus dans la CEDEAO. Donc ils vont payer 4 de séjour, 300 000 là, ou mais je ne sais pas quoi. Pour eux-mêmes, on va faire 500 000. Pour eux-mêmes là, nous on va faire 500 000. Donc, c'est leur mauvais comportement là qui fait qu'ils ont peur de ce qui va arriver. Or, il est très facile de quitter sur le mauvais chemin et de se remettre sur le chemin de la dignité. Donc, tant qu'ils sont dans leur jeu, on les regarde. Sinon, en réalité, les habitants de la CEDEAO ne sont pas concernés. Mais les Camerounais qui aiment tant la Côte d'Ivoire, eux, ils ont augmenté leur cas les prix de leurs trucs là-bas. Nous, si on a fait la réciprocité, c'est tout. Les Camerounais qui disent que le franc CFA est le malheur de l'Afrique, mais eux-mêmes, là, chaque jour, la Côte d'Ivoire devient leur pays de rêve. Mais on va leur faire payer la carte de résident avec tous ceux qui ne sont pas aussi CEDEAO. Et il y a Mété Tefet qui a bien expliqué cela. Et donc, nous sommes très, très contents. Et c'est là que vous découvrez la valeur de l'homme Alassane Ouattara. Parce qu'un homme vrai, un homme qui se respecte, il parle peu, mais ses actions parlent fort pour lui. Et aujourd'hui, quand Alassane Ouattara pose un acte, l'acte parle plus que 10 000 mots. Et ça, c'est la force d'un homme politique, d'un leader politique, qui sait où il est en train de conduire son peuple. Et nous sommes très fiers de la position du président. Et en même temps, si vous remarquez, il vient d'ouvrir les frontières pour dire que si vous pensez que c'est à cause des Maliens et des Burkinabés que j'ai mis le mercredi passé là, ils ont ouvert la frontière. Ce n'est pas à cause des Maliens, ce n'est pas à cause des Burkinabés. Mais maintenant, si eux-mêmes ils veulent rentrer dans ça pour payer, mais ça sera notre plus grand plaisir. Puisque j'ai toujours eu à le dire ici, de la manière que Éclairage se met en veste. Ou bien, en tout cas, quand on est en Afrique de l'Ouest là, la Côte d'Ivoire est États-Unis des autres pays là. Chers Ivoiriens, c'est ça que vous devez comprendre. La Côte d'Ivoire là, c'est les États-Unis. Si vous voulez même, c'est les États-Unis. Quand ils viennent en Côte d'Ivoire, c'est comme de la manière dont on s'en va aux États-Unis. Donc, pour eux là, c'est pas une petite histoire. C'est leur pain, c'est leur États-Unis en train de fermer comme ça. C'est pourquoi ils sont en train de se plaindre. Mais vous dites que la Côte d'Ivoire est une comment on appelle ça, est un empire vassal, est sous-préfecture ou même de trucs. Mais nous, dans notre sous-préfecture là, le prix des denrées est en train de baisser actuellement. Dans notre sous-préfecture là, le salaire a augmenté.
plus de 15%. Dans notre sous-préfecture, là, le salaire minimum, c'est 75%. Et depuis que les Maliens et les Burkinabés, avec les Guinéens, ont entendu que le salaire minimum en Côte d'Ivoire, c'est 75 000, non. Actuellement, là, ils sont en train de venir. Et donc, bientôt, on aura beaucoup de bonnes, on aura beaucoup de bouviers, on aura beaucoup de nœuds coulants qu'on va utiliser pour faire, vous savez, on va les utiliser pour faire, voilà. Et nous sommes très heureux. Nous, en tout cas, nous sommes les subalternes des Français. Mais vous, Maliens, Burkinabés, Guinéens, vous êtes nos subalternes. Parce que vous allez venir, on va vous payer à 75 000. Vous allez laver nos WC. C'est aussi de ça qu'il est question. C'est Alassane Ouattara qui a pitié de vous. Sinon, ce que vous avez gâté entre nous là, c'est fini. C'est fini. C'est Alassane Ouattara qui s'amuse avec vous. Mais nous, on ne va pas vous laisser. Surtout les Maliens, on ne va pas vous laisser. On va vous pédaler jusqu'à la gare. J'ai bien dit 6 mois. Jusqu'en juillet 2023, on est ensemble. Jusqu'en juillet 2023, on est assis sur votre dos. Voilà des gens qui se laissent diriger par des idiots et qui pensent que c'est comme ça que le monde va fonctionner. On est là, on vous regarde. C'est pour venir remplir le pays des gens, c'est eux qui aiment marier 4 femmes. Ah, c'est la charia qui dit ça. Mais la même charia dit qu'il faut les traiter avec égalité. Toi, tu peux traiter, un pauvre peut avoir moyen de traiter femme avec égalité. C'est pour remplir le pays des gens avec des enfants qui deviennent après des mendiants. Ce que vous avez cherché là, on va enlever dans vos yeux. Il y en a frère Abdou qui posait la question, que pensez-vous des révélations de Kader Sanogo? Quelles sont ces révélations? Il faut d'abord les dire pour qu'on puisse savoir de quoi il est question. Parce que si je m'amuse à dire ou à inventer, alors que je ne sais pas c'est quelle révélation, je sais ce qu'il avait dit auparavant, je ne sais pas si ce sont des nouvelles révélations, donc je ne peux pas répondre sans avoir vu ou entendu ce qui a été dit. Il y a le frère Abdul qui posait la question, cher éclaireur, on estime le nombre de taxis compteurs à 20 000. Le programme Ivoire Taxi n'a mobilisé que 500 taxis. Pourtant, ce programme s'inscrit dans le renouvellement du parc automobile ivoirien. Je me demande pourquoi un tel fiasco. Est-ce un problème de transparence ou de manque de communication? C'est simplement parce que, contrairement à ce que les gens ont voulu faire croire, les taxis qui sont sortis là, c'était des pontes du pouvoir. C'était un petit marché pour eux, pour essayer de s'installer dans le monde des taxis compteurs. C'est ce qui a fait que ça a échoué. Et si toi, tu étais un chauffeur par malheur, tu t'es mis dans leur histoire de taxi ivoire là. Après là, il y a d'autres qui t'ont travaillé, payé. Tu ne peux pas finir de payer. Ça, c'est un. Et puis, il faut dire qu'en réalité, ce n'était pas fait pour aider les populations. Et donc, le parc automobile ne pouvait pas être, puisque quand c'était comme ça, on devait négocier avec une usine de fabrication de voitures et dire aux gens, si tu veux venir prendre une voiture, va directement chez le négociant, tu fais ça directement, tu prends ta voiture, tu conduis et tu traites directement. Mais les taxis ivoires, là, c'était pour un petit groupe d'individus liés au pouvoir qui voulaient se faire de l'argent dans sur cette voie-là. Et donc, je ne sais pas si ça n'a peut-être pas marché de leur côté, mais eux-mêmes ne pouvaient pas être capables de renouveler tout le parc automobilier de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est peut-être ça qui a fait que ça n'a pas eu le succès que nous attendions. C'est ce que je peux dire. Et je recherche toujours des questions, c'est tout. Sinon, il n'y a pas autre chose. Oui, et effectivement, chers frères, si nous nous basions sur les dits des cadres, il y a beaucoup de choses, effectivement, qui sont dites, qui sont vraies. Mais ce que je reprochais à Kader, c'est pourquoi avoir attendu aussi longtemps. Est-ce que ce n'est pas parce que lui-même, il attendait quelque chose, mais qu'il n'a pas eu, qu'il est sorti très tard pour parler? Voilà surtout la fausse note qui est dans ce qu'il dit. Sinon, beaucoup de choses qu'il dit sont vraies. Moi-même, je peux témoigner de certaines choses pour avoir été témoin oculaire de certaines. Berthe qui est là aussi peut témoigner de certaines choses.
En tout cas, tout ce qu'il dit là, il y a beaucoup de choses vraies dedans. Ceux qui étaient sur le terrain ont pu voir et peuvent témoigner de beaucoup de choses. Mais ces révélations-là ont été faites dans quel cadre et à quel moment? C'est là que ça pose problème. Parce que qu'elles fussent venues plus tôt, peut-être que ça aurait aidé à ce que les Ivoiriens comprennent le danger que Soro-Guillaume était, plutôt que d'attendre. Parce que quand M. Kader parle, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui s'attendait à quelque chose, mais comme il n'a pas eu ça, donc lui, il va sortir maintenant pour venir dire sa part de vérité. Oui, c'est une vérité, mais elle vient à un moment où l'homme a déjà fait suffisamment de mal. Alors qu'on aurait pu dire cette vérité-là pour aider à comprendre. Et c'est là que vous allez me permettre de saluer une personne que je ne connais pas, Tom la souris. À un moment, nous nous sentions seuls ici dans le combat contre Soro-Guillaume. Il faut dire que la venue de Tom la souris a été salutaire pour nous. C'est venu en appui au combat que nous menions. Et je lui dis merci pour le combat acharné qu'il mène contre les soroïstes. C'est vraiment très important. Parce que ça vient nous conforter que le combat que nous faisions n'était pas un combat vain, ou même qu'on n'était pas seul. Et sur ça, quand même, sur le combat contre Soro-Guillaume, je lui dis beaucoup merci pour ce qu'il a pu apporter, c'est important. Et parce que pour être quand même sur la toile et avoir une idée claire et avoir une position et assumer, ce n'est pas permis à n'importe qui. Beaucoup sont des commerçants et beaucoup sont la richesse de leur pain, alors que nous cherchons d'abord à ce que la Côte d'Ivoire puisse vivre en paix et qu'on puisse extirper tous les criminels. Il y a notre mère, la ravissante Binette Sidibé, qui demande: que pensez-vous de la réaction des jeunes qui ont empêché la tenue du meeting de Stéphane Kipré dans le Nord? Chère mère, nous ne pouvons pas quand même faire quelque chose de son contraire. Est-ce que le RHDP ne fait pas des meetings? Marietou, notre mère Marietou a fait un meeting chez Laurent Gbagbo la semaine passée. Nous ne sommes pas dans la violence facile. Mais si aujourd'hui, là, si nous on vient dire que Stéphane Kipré, même s'il n'est rien, pour moi Stéphane Kipré n'est rien d'autre qu'un falsificateur de signatures. Mais si on a décidé que Laurent Gbagbo est un prisonnier face de la politique en Côte d'Ivoire, si on a décidé qu'un tueur qui a encore le sang et la machette, blé la machette, fait des tournées, Stéphane Kipré aussi doit parler de la même manière que Blé Goudé est en train de parler avec les imams aujourd'hui là, ou bien hier, je ne sais pas. Lui aussi, il a le droit aussi de parler aux autres. C'est un Ivoirien. Donc, il doit aller même à Kong. Il doit aller même dans la cour du papa de la Salle pour faire un meeting. Ça ne nous gêne pas. Mais c'est qu'est-ce qu'on apporte aux Ivoiriens? C'est là. En fait, ils sont en train de se fourvoyer eux-mêmes. Quand ils vont là, ils disent quoi aux gens? Quand ils vont là, ils sont condamnés, ils sont cloîtrés dans un passé. Ah non, 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 non. Si tu as vu que c'était comme ça, eux, ils sont dans les justificatifs. Alors qu'Alassane Ouattara est dans le pragmatique. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Et donc, ce que moi, je peux recommander aux uns aux autres, ignorez-les. Ils ne peuvent rien vous apporter. Laissez-leur faire leur meeting. Mais ce qui est important là, c'est Alassane Ouattara, on connaît. Moi, je ne sais pas. J'ai toujours dit ceci, je ne suis pas militant RHDP. Je suis quelqu'un qui est dans la politique pour voter Alassane Ouattara. Le jour qu'Alassane Ouattara n'est pas dans la politique, je vais m'asseoir, calculer. Si je ne vois rien là, je quitte dedans. Parce que la politique en Côte d'Ivoire, à part apporter mon idée et peut-être ma foi, essayer quand même de donner le peu que je sais, qui peut peut-être aider certaines personnes, je ne gagne rien et je ne perds rien. Quand ils vont commencer à se tuer là-bas, là, moi je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Donc là, je perds quoi? Mais en réalité, on veut sauver la vie de nos parents en leur disant, essayez de comprendre les situations, essayez d'analyser les faits pour ne plus être victime des hommes politiques. Si maintenant, Stéphane Kipré va là-bas, là, les jeunes, c'est pourquoi on voulait de vous éduquer. Ça aurait pu être, si vous écoutez nos émissions, si vous vous cultivez vous-même, en suivant les vraies personnes que vous devez suivre, ça aurait pu être une occasion pour vous de dire, on veut un débat direct. Au lieu d'aller faire de la violence là. Vous lui dites, quand tu es arrivé là, Dieu merci, on n'a qu'à mettre thé au feu. Si c'est porc au fou, ils veulent en faire porc au fou à côté. Et puis on tombe dans le débat maintenant. Et puis on lui colle la vie de sa honte. Tu as falsifié telle année. Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu mérites de diriger les gens? Est-ce que tu mérites de venir parler devant les gens? Ces opposants-là, il faut leur coller la honte. Et ce n'est pas avec la violence qu'on peut le réussir.
Alassane Ouattara même ne va pas empêcher Laurent Gbagbo s'exprime. Et chers jeunes gens, ne tombons pas dans la violence. Ça ne nous arrange pas. Ça ne ressemble pas au président Ouattara. Et je l'ai toujours dit, c'est à cause du président Ouattara que nous sommes calmes actuellement. C'est à cause du président Ouattara qu'on est en train d'encaisser certaines choses. Mais le jour que le président Ouattara ne sera plus là, si on dit de faire violence là, mais chacun va s'exercer. Parce que nous, on a la haine dans notre cœur. Nos militants qui sont morts, on n'a jamais eu justice, on n'a jamais eu reconnaissance. Nous, on ne va jamais laisser tomber. Le RHDP a abandonné nos militants qui sont dans le tombeau. Nous, on ne va jamais pardonner cela. Tant que nos militants ne seront pas honorés, nos gens qui ont été blessés pendant les crises électorales de 2020, de 2010, de 2011 et de plusieurs années, il faut qu'ils soient réhabilités. Je m'en fous des autres. Je parle des militants RDR. Si d'autres ont honte de ce qu'ils sont, si d'autres ont honte de ce qu'ils ont été, moi je rappelle à Alassane Ouattara que c'est le RDR qui l'a mis au pouvoir. Nous, on n'aura pas honte. Et nous, on ne va jamais baisser notre tête devant quelqu'un dans leur RHDP là. Je ne suis pas militant RHDP. RHDP ne paye pas ma maison. C'est Alassane Ouattara que je soutiens. Si tu ne soutiens pas Alassane Ouattara, il faut te dire que tu es mon ennemi. Moi, voilà comment je réfléchis. Je ne cherche pas à comprendre pour les autres. Nous sommes en politique, il n'y a pas de logique. Chacun suit ce qui l'arrange. Et donc, ce que la malhonnêteté arrange là, suivez votre malhonnêteté. Mais moi, la seule chose qui m'arrange, c'est Alassane Ouattara. Et donc là, personne ne peut m'enlever sur ça aussi. Et tout le monde voit aussi le bénéfice qui est dedans. Mais quand Alassane Ouattara ne sera plus là, la Côte d'Ivoire va devenir un champ de patates. Puisque les opposants nous menacent chaque jour. Mais tu as menacé quelqu'un là. Un jour va arriver là, tu vas mettre ta menace à exécution. C'est pourquoi je dis aussi aux populations, apprêtez-vous aussi. Et il y a notre père Olivier Amiral qui dit, chers frères éclaireurs, vous nous avez enseigné à lire les événements et entre les lignes. Et c'est ça la force de la plateforme. Aujourd'hui là, au lieu de vous fourvoyer en disant, on a chassé Stéphane Kipré, on a fait ça. Si on empêche Mamadou Touré de faire un meeting quelque part, est-ce que nous, on sera contents? Nous ne sommes pas contre les hommes. On est contre un mauvais système. On est contre le système de la haine. On est contre le système de la xénophobie. On est contre le système de la paresse politique. On est contre le système de la démagogie. On est contre le système du populisme. C'est ce que nous sommes en train de combattre. Ce sont ces facteurs-là qui sont nos ennemis. Ce n'est pas l'homme Laurent Gbagbo qui est notre ennemi. Ce n'est pas Stéphane Kipré qui est notre ennemi. Puisque nous les battons déjà sur tous les terrains, politiquement, intellectuellement, idéologiquement, et sur le plan du travail du président Ouattara, on les a battus sur tous les plans. Et au lieu de les confronter à leurs limites, on s'en va faire par là pour dire on les a empêchés. Si aussi tombe dans ça, on devient un pays d'anarchie. Il faut quitter dans ça. Il faut s'affronter intellectuellement et idéologiquement. C'est ça le plus important. Si le PPAC a pu exister, c'est que le PPAC doit s'exprimer. Telle est la volonté du président Alassane Ouattara. Et il y a notre père Walter Otto qui dit quelque chose de très important ici. C'est connu. Le plus idiot, c'est-à-dire Gbagbo, Kipré et compagnie, faire croire à ceux qui ne connaissent pas cet art que la copie rendue par le premier de la classe est une évidence après que la correction. Quelle honte! Vous serez toujours la queue et Alassane Ouattara la tête. Et donc quand on est la tête, on ne doit pas avoir peur de la queue. Même si vous n'avez pas de débatteurs, l'appelez éclaireur pro vérité, on va faire ça en direct. C'est de ça qu'il est question. Et c'est là qu'on va vaincre ces opposants, la débat d'idées. Mais le RHDP même nous envoie des grosses mouches vertes, des mouches drosophiles sur les différents plateaux qui ne font que faire du flonflon sans même être capable de défendre politiquement le bilan du président Ouattara. Et donc, on pense que c'est en faisant la violence. C'est cette même violence-là que Blé Goudé faisait pour ne pas qu'on puisse s'exprimer. Je ne crois pas qu'il faut tomber dans ça. C'est très honteux. Et vous nous excusez. Et il y a Amara Bamba qui dit aussi, monsieur éclaireur, on est pareil, c'est ado, on veut et rien d'autre. Et c'est tout. On ne demande pas beaucoup.
Et il y a notre mère Binette qui dit, le ministre Mamadou Touré a demandé un débat avec l'opposition et il n'y a eu personne. Oui, et ça il faut le lui reconnaître. Mamadou Touré quand même c'est un très bel orateur, il s'exprime très bien et il sait débattre. Et c'est pourquoi souvent, il faut utiliser les gens en fonction de leur potentiel. Il faut qu'on pédale cette opposition-là dès le début. Ne les laissons pas nous donner une vélocité, une certaine vitesse. C'est à nous de les pédaler avec les compétences des uns et des autres. Si on n'a pas eu de débat, on n'a qu'à courir derrière eux. On n'a qu'à continuer à les amener en terrain pour faire des débats. Où ils vont l'ensemble là-bas, on dit c'est pas là, on est venu là. Dites ce que vous avez à dire, mais on va poser question sur place. Si les militants du RHDP se forment, on dit Gbagbo est en train de faire Gbagbo a fini, il dit que non, ce sont les étrangers avec les gens du Nord qui ont pris les terres, ils en ont vendu là. Mais vous dites, bon, comme il a fini là, on va poser question sur place. En fait, c'est des vauriens qui existent à partir de rien et qui veulent juste exister pour qu'on se rende compte qu'ils sont là. Mais ça ne sert à rien. Restons sereins et c'est ce que je peux dire. Et je crois pour ma part que toutes les questions ont été posées. Je vais dire vraiment merci à tous. Merci infiniment à tous les élèves de la classe. Et très certainement le lundi, si Dieu nous permet d'être en vie, on sera encore là. Et on pourra encore s'exprimer si Dieu nous le permet. Je salue vraiment tous ceux qui ont mis les cœurs. On ne pourra pas vous citer individuellement, mais vous avez tous nos respects, toute notre considération. Je dis merci à tous ceux qui ont animé la séance de ce jour. Que la grâce de Dieu demeure en nous et qu'il nous permette de rester sur le droit chemin. Je dis merci à tous.